Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous consacré au patrimoine et à l'histoire de Villefranche et de ses environs. Vous avez été plusieurs à poser des questions cette semaine, je vous en remercie. Tout d'abord, Frédéric Perret-Rousseau a suggéré de parler aujourd'hui du fief, du château même de la Chartenière, qui se trouve aujourd'hui sur la commune de Glaisé, mais qui a été jusqu'en 1853 dans celle d'Ouilly, qui a été annexée et qui a disparu aujourd'hui. Nous retournerons ensuite en centre-ville de Villefranche pour évoquer à la demande de Jean-Pierre Chantin la rue du Ciel, ou chemin du Ciel. Cette appellation a disparu aujourd'hui, mais quelques personnes peut-être s'en rappellent encore ou en ont entendu parler. Cette rue du Ciel, en fait, a été absorbée par le boulevard Louis Blanc. La portion qu'on appelait donc le chemin du Ciel allait du carrefour de la rue des Fayettes et de la rue de la Quarantaine, avec le boulevard Louis Blanc. C'est cette montée en fait qui va jusqu'au collège Faubert et jusqu'au musée Paul Vigny. Et nous verrons que ce petit bout de chemin a une longue histoire derrière lui. Ensuite, pour finir, nous irons au sud, cette fois, à la limite de la commune de Villefranche et celle de Lima. Nous irons à la découverte du domaine de l'Écossais. Nous évoquerons son histoire, qui est assez longue également. Nous évoquerons également les courses hippiques à Villefranche, puisqu'il y a eu des courses hippiques à Villefranche depuis 1897 pour la première. Elles se sont arrêtées environ dans les années 50-60. Nous évoquerons l'historique un petit peu de cet hippodrome, comme on l'appelait autrefois, l'hippodrome de Riotier ou de l'Écossais, où d'ailleurs, encore aujourd'hui, existe une piste d'entraînement, mais aussi des écuries. Donc nous irons à la rencontre de M. Pierre Caillet, qui élève encore une cinquantaine de chevaux pour la course, et plus exactement des trotteurs. M. Pierre Caillet a pris la succession de son père Henri Caillet, qui a commencé dès 1956 à élever des chevaux de course au domaine de l'Écossais. Nous allons donc à la découverte de l'ancien fief au château de la Chartenière. Donc ce château se trouve sur la commune de Glaisé, comme je le disais tout à l'heure, et jusqu'en 1853, il faisait partie de la petite commune d'Ouilly, qui a été annexée cette année-là. Et donc le territoire d'Ouilly a été partagé entre les communes de Villefranche, d'Arnas et aussi de Glaisé. Donc pour trouver l'ancien fief ou château de la Chartenière, il faut prendre la nationale, la grande rue de Villefranche, jusqu'à la porte de Belleville, en direction de Saint-Georges-de-Ronin. Et à un moment, vous tournez sur la gauche, vous prenez la rue du stade Pierre-Montmartin. Cette rue, en fait, traverse le boulevard Saint-Vingros, va traverser également, en passant près du stade Pierre-Montmartin, traverse le Nizeran. Et vous arrivez à un grand carrefour de la route de Montmlat, de la rue du stade Pierre-Montmartin et de l'ancienne route de Beaujeu. Car cette route, depuis qu'on a quitté la rue de Belleville, cette rue du stade Pierre-Montmartin constituait autrefois l'ancienne route de Beaujeu. L'ancienne route de Villefranche à Beaujeu, une route très ancienne, puisqu'on en trouve les traces à partir de 1300 ou 1400. C'était en fait la route pour rejoindre la seigneurie de Beaujeu. À ce carrefour, on remarque en fait un ensemble de bâtiments sur la gauche, assez imposant, mais il est difficile quand même de reconnaître un ancien château qui a dû être fortifié autrefois, mais qui a été démantelé assez rapidement après la Révolution. Ce château de la Chartenière en fait était positionné à cet endroit, près de la route de Beaujeu, en fait, pour contrôler cette route et contrôler le trafic. On en trouve la première trace en 1424. En 1424, un certain Édouard Rosset. Édouard Rosset est à la fois seigneur de Chavannes et seigneur de la Chartenière. Chavannes se trouve près de l'Ave Maria,
C'est une simple ferme aujourd'hui, mais c'était autrefois un fief aussi. Et donc cet Édouard Rosset est à la fois seigneur de Chavannes et seigneur de la Chartonnière. Cette famille Rosset est une famille très importante à partir on la trouve à Villefranche au milieu du XIVe siècle, donc vers 1350. Mais pas seulement à Villefranche, mais aussi un peu dans toute la région. Puisqu'on les trouve mentionnés donc à la fois à Villefranche, mais aussi dans le Beaujolais. On trouve un certain Nem Rosset, qui est à la fois châtelain de Montmerle, en 1355, mais aussi, quelques années plus tard, il est prévôt de Villefranche. Prévôt de Villefranche, c'est-à-dire que c'est le représentant du seigneur de Beaujeu dans la ville de Villefranche. Donc c'est lui qui a un peu tout le pouvoir du seigneur de Beaujeu dans la ville. On trouve également mentionné plusieurs membres de cette famille Rosset dans toute la région, puisqu'on trouve un Péronin Rosset en 1395 qui est procureur général d'Édouard de Beaujeu, Édouard de Beaujeu qui sera le dernier seigneur de la famille de Beaujeu, qui laissera en fait le Beaujolais en 1400 à la famille de Bourbon. On trouve également la mention, toujours en 1395, d'une certaine Jeannette d'Amanzé. Jeannette d'Amanzé est la femme d'Antoine Rosset. Antoine Rosset est le seigneur en fait du fief de Thoiry. Thoiry qui est une simple maison, une grosse maison en fait qu'on trouve sur la route de Lasna, qui est sur la commune de Lasna. Et en fait cet Antoine Rosset est à cette époque prisonnier des Turcs. Cette Jeannette d'Amanzé va en 1395 emprunter 2800 florins à un marchand de Villefranche pour pouvoir payer la rançon pour libérer son mari. La famille de Rosset est très importante donc à la fin du XIVe siècle, mais aussi une grande partie du XVe siècle, puisqu'ils sont à la fois seigneurs de Chamin dans l'Ain, seigneurs de la Chartonnière, seigneurs d'Arbin à Arnas, seigneurs de Chavannes, toujours à Arnas, seigneurs de Thoiry à Lasna, mais on les trouve aussi à Amarins, toujours dans l'Ain. Et on les trouve aussi seigneurs de Porteboeuf. Porteboeuf, c'est un fief qui se trouve à Saint-Étienne-sur-Chalaronne, toujours dans l'Ain. Et ce seigneur de Porteboeuf est également propriétaire du clos dit de Montgré, qui ne porte pas encore ce nom. Et c'est pour ça que les historiens parlent souvent en fait, de l'origine du clos de Montgré comme étant l'ancien fief de Porteboeuf. Mais en fait, Montgré n'a jamais vraiment porté le nom de Porteboeuf, simplement le propriétaire de la famille de Rosset a été également propriétaire du fief de Porteboeuf à Saint-Étienne-sur-Chalaronne. Ce fief de la Chartonnière va appartenir donc à la famille Rosset jusqu'au milieu du XVIe siècle, et plus exactement en 1569, il est vendu à la famille de Féline. De Féline, qui est une famille importante aussi des Beaujolais. On connaît encore bien sûr la fameuse maison de Féline, une des plus belles maisons de la Renaissance à Villefranche. Mais cette famille de Féline va le conserver assez peu de temps, puisque quelques temps après, c'est plusieurs familles qui vont se succéder à la tête de cette seigneurie de la Chartonnière. Et bien sûr, la seigneurie est démantelée à la Révolution, mais ça reste quand même un grand domaine, puisqu'en 1817, le domaine de la Chartonnière fait plus de 45 hectares de terre, 8 hectares de vignes et près de 5 hectares de prés. Donc on voit que c'est encore un grand domaine, mais assez vite, les bâtiments vont être démantelés. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le tour des bâtiments, on se rend compte en fait qu'il ne reste de l'ancien château de la Chartonnière qu'une grande tour qui a été intégrée à des bâtiments plus modernes. Donc l'essentiel en fait de la maison aujourd'hui de la Chartonnière, c'est surtout un grand corps de logis, mais qui a été construit bien après la Révolution. Et un certain nombre de bâtiments, anciens bâtiments de ferme, qui constituaient en fait la grange ou la ferme du domaine de la Chartonnière.
Voilà, j'espère que j'ai répondu. C'est vrai qu'on a assez peu de documents sur l'histoire de la Chartonnière, mais on voit quand même que c'est un fief qui est assez ancien, puisque même si la première mention ne date que de 1424, on pense qu'il a été construit bien avant. Nous allons maintenant dans le centre-ville, et plus exactement à l'est de la ville, qui est autrefois une partie qui était autrefois en dehors des remparts. Donc c'est à la demande de Jean-Pierre Chantin qui a posé une question sur l'origine et sur l'histoire de la rue du Ciel, ou chemin du Ciel, comme on l'appelait autrefois. Cette dénomination a aujourd'hui disparu. On peut situer en fait la disparition de cette rue ou chemin du Ciel vers 1850-1860. C'est l'époque où le chemin de fer arrive à Villefranche, plus exactement en 1854, où on crée la ligne Paris-Lyon-Marseille. Et donc Villefranche construit sa gare, où elle est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc on va créer un espèce de boulevard de ceinture, un boulevard de ceinture qui va contourner la ville par l'est. Et ce boulevard, c'est l'actuel boulevard Louis Blanc. Mais l'histoire de la rue du Ciel commence bien avant, puisqu'il faut retourner en fait au début du XVIe siècle, où les habitants de Villefranche se plaignent du trop grand trafic qui passe par la grande rue centrale de Villefranche, l'actuelle rue nationale, puisqu'il faut savoir que depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, cette route qui est notre rue nationale à nous, en fait est une portion de la grande route de Lyon à Paris par la Bourgogne. Donc c'est une route très fréquentée, à la fois par les marchands, mais aussi par les troupes, qu'elles soient hostiles ou non hostiles, mais le problème c'est qu'à l'époque, il fallait les loger. La ville était obligée, les habitants étaient obligés de loger ces soldats, et donc ça posait souvent beaucoup de problèmes. Et il fallait entretenir en plus le pavé, ce qu'on appelait le pavé bourgeois, qui correspond à peu près au trottoir d'aujourd'hui, mais aussi le pavé royal, c'est-à-dire la grande route. Et donc les habitants de Villefranche se plaignaient souvent que la route était abîmée, les problèmes de sécurité aussi à l'intérieur de la ville. Donc, et c'est l'époque aussi, au début du XVIe siècle, où apparaît, enfin, du moins pas apparaît, mais où il y a des très grosses attaques de la peste, et qui va poser énormément de problèmes à la ville de Villefranche. Donc les échevins de la ville décident, au tout début du XVIe siècle, de créer un premier boulevard de ceinture, comme on appelle ça maintenant, boulevard de contournement. Et en fait, cette route va être créée autour de 1520 à peu près. Et en même temps, on veut essayer de créer un espèce d'hôpital, un établissement séparé de la ville pour mettre les gens en quarantaine, ceux qui sont soupçonnés d'avoir la peste, ou simplement ceux qui veulent rentrer dans la ville et qui doivent rester une quarantaine de jours à l'abri, en attendant de voir s'ils sont contaminés ou pas. Donc au début du XVIe siècle, les échevins vont acheter des terrains à l'est des remparts, à l'extérieur, vont acheter des terrains aux seigneurs locaux, c'est-à-dire le seigneur de Fongraine principalement, et vont créer ce qu'on appelle l'hôpital de la quarantaine. Donc l'hôpital va être... les premiers terrains sont achetés dans les années 1522. L'hôpital commencera à être construit vers 1537 et sera fini en 1545. Bien sûr, les habitants de Belligny s'insurgent, ils ne veulent pas de gens malades chez eux, mais l'affaire finira par se faire tout de même. En même temps, les échevins de la ville veulent créer un chemin qui permet en fait de passer directement de la partie sud de la ville, c'est-à-dire la porte d'Anse, à la porte de Belleville, la partie nord, donc contourner la ville sans avoir à passer à l'intérieur de la ville. Donc ce premier boulevard de ceinture
Il existe en partie aujourd'hui, mais bon, bien sûr, il a beaucoup été transformé. Il partait de la porte d'Anse. On peut le suivre aujourd'hui donc en longeant un petit peu la rue Stalingrad. On prend sur la gauche le chemin ou la rue des Jardiniers actuelle, la rue des Jardiniers, en rejoignant le pont sur le Morgon, le boulevard Louis Blanc. On continue le boulevard Louis Blanc, la rue Gantillon, la rue Pasteur, et on retourne dans la grande rue nationale, comme aujourd'hui. Donc en fait, ce tracé existe toujours. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, par rapport à la question de Jean-Pierre Chantin, c'est cette rue du Ciel. Donc la rue du Ciel, en fait, c'était une petite portion en fait, qui va en fait, du carrefour de la rue des Fayettes, de la rue de la Quarantaine et du boulevard Louis Blanc, et qui monte jusqu'au collège Faubert et au musée actuel, au musée Paul Digne. Alors pourquoi rue du Ciel? L'origine n'est pas expliquée vraiment. On peut faire plusieurs hypothèses. Déjà, la physionomie de cette portion de route, c'est une montée, alors c'est vrai qu'elle est importante aujourd'hui encore, mais à l'époque c'était vraiment une montée qui était très rude, et on montait un petit peu vers le ciel en partant de la rue des Fayettes, et on montait jusqu'au collège Faubert. Il n'existait pas encore bien sûr, mais donc on montait vers le ciel, c'était la montée du ciel ou la rue du ciel. On peut aussi faire une deuxième hypothèse, qui est en rapport justement avec la création de l'hôpital de la Quarantaine, mais aussi de l'ancien hôpital qui existait autrefois sur la place Claude Bernard actuelle. C'était ce qu'on appelait l'hôpital de Roncesvalles, ou Roncevaux, qui a été créé par la femme du seigneur de Beaujeu au début du XIIIe siècle. Donc cet hôpital, où il y avait à côté bien sûr un cimetière, c'était un petit peu un cimetière important de la ville, même si le cimetière principal était au Croix Noir actuel. Et donc on peut aussi supposer que les malades, malheureusement aussi les victimes de la peste, étaient transportés de l'hôpital de la Quarantaine jusqu'à le cimetière de l'hôpital de Roncesvalles pour être inhumés. Et donc on montait les corps par la montée du ciel jusqu'à l'hôpital de Roncesvalles. Un petit indice aussi qui fait pencher un petit peu la solution dans ce sens-là, c'est que l'actuelle rue Pasteur, donc, qui partait de la rue Nationale pour revenir vers la rue du Ciel, portait au début du XVIe siècle le nom de la rue des Ladres. Rue des Ladres, ça veut dire rue des lépreux. On désignait par le nom de Ladres autrefois les lépreux, puisque à côté de la peste, il y avait aussi la lèpre qui faisait de terribles ravages à cette époque. Donc voilà, on peut donc supposer à la fois le côté de la physionomie de la montée du ciel, mais aussi peut-être un rapport avec les terribles épidémies qu'ont ravagé Villefranche, surtout au XVIe siècle, et notamment la peste. Voilà, en gros, l'histoire de cette rue du ciel, de cette montée du ciel, de ce chemin du ciel, qui est aujourd'hui une partie donc, du boulevard Louis Blanc. Mais il reste quand même, je suis désolé pour Jean-Pierre, quelques incertitudes en fait sur l'origine de cette dénomination. Nous allons maintenant au sud de Villefranche, plus exactement à la limite de la commune de Villefranche et celle de Lima, en descendant vers l'autoroute, tout près du péage, puisque le domaine touche le péage à l'ouest du péage de Villefranche, de Lima. Ce domaine s'étend maintenant sur une assez petite surface, mais ce n'était pas le cas autrefois. Ce domaine de l'Écossais se trouvait autrefois près d'une ancienne voie, une voie qui est oubliée aujourd'hui puisqu'elle correspond à peu près au tracé de l'autoroute qui a été construit en 1963. Ce chemin très ancien, certains supposent
qu'elle a pu être romaine. C'est plus probable en fait qu'elle ait été aménagée au Moyen-Âge. C'est une voie qui était, comment dire, rectiligne. Elle partait du château de la Fontaine à Anse, à la sortie de Anse, et se dirigeait directement dans l'ancien bourg de Belligny, près de l'église. Elle traversait Belligny par Fontgraine, etc. et continuait en fait jusqu'à Saint-Georges-de-Ronin. C'était ce qu'on appelait autrefois la voie de la Saône. La voie de la Plaine ou la voie de la Saône. Donc cette voie était parallèle en fait à l'ancienne voie romaine, qui correspond plus au tracé de la route nationale. Et cette ancienne voie en fait était, pour traverser cette plaine de la Saône souvent inondée, était montée sur une butte, donc légèrement en hauteur. Et on peut la voir encore sur les anciennes vues aériennes jusque dans les années 50-60, jusqu'à la construction de l'autoroute en fait, puisqu'elle longeait en fait le domaine de l'Écossais sur sa partie est. Et donc sur cette voie, il y a beaucoup d'indices en fait de présence humaine depuis donc la période gallo-romaine, puisqu'on a trouvé beaucoup de vestiges tout au long de cette plaine, depuis Anse jusqu'à Saint-Georges, des mosaïques dans la commune de Belligny, mais aussi beaucoup d'objets, des tombes, etc., etc. Au Moyen-Âge, toujours au bord de cette voie, entre la ferme de Bordelan et celle de l'Écossais, se trouvait autrefois un petit hôpital. Un petit hôpital comme on l'entendait à cette époque, c'est-à-dire qu'on n'y pratiquait aucun soin, mais c'était plus un gîte d'étape pour les pèlerins et pour les gens qui étaient mis en quarantaine et qui n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville. Cet hôpital s'appelait, au milieu du XIIIe siècle, l'hôpital de Varennes. Il a laissé très peu de place. On a simplement quelques mentions de cet hôpital de Varennes. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que celui qu'on appelait la Maladière, donc qui est plus sur la voie romaine, donc qui correspond aujourd'hui au carrefour des Chantiers, à l'entrée de la ville de Villefranche, était plus particulièrement réservé aux lépreux, aux gens atteints de la lèpre. Et ce qui est intéressant, c'est que tout proche du domaine de l'Écossais, on fait la mention jusqu'au début du XVIIIe siècle, même jusqu'au début du XIXe siècle, d'une fontaine. Cette fontaine est oubliée aujourd'hui, elle portait le nom de Fontaine des lépreux, ou Fontaine des malades, mais on l'appelait aussi la Sainte Font du Vivier. Alors, on pense que cette fontaine était réservée, comme c'était l'usage autrefois, c'est-à-dire que les gens atteints de la lèpre n'avaient pas le droit de boire dans les puits ou dans les fontaines réservées aux autres gens. Et donc cette fontaine devait leur être réservée. Alors est-ce qu'elle avait un pouvoir guérisseur supposé? On ne sait pas, parce qu'elle est complètement oubliée aujourd'hui. Donc simplement pour dire que cet endroit autour de l'Écossais, autour de Bordelan, était habité depuis au moins le Haut Moyen-Âge. On a aussi la mention, toujours autour de l'Écossais, d'un ancien château. Alors ce château n'a laissé absolument aucune trace, même si certains propriétaires au XIXe siècle ont prétendu qu'ils avaient trouvé des vestiges dans leurs terres. Ce château, on l'appelait, il était soi-disant appelé le château de Lay. Le château de Lay, château légendaire, qui aurait été brûlé, qui n'aurait laissé absolument aucune trace. Simplement, on trouve la mention dans les anciens actes jusqu'au début du XVIIIe siècle. Le lieu-dit qui se trouve à proximité de l'Écossais se nomme la terre du château Misère. Donc qui peut faire mention justement de ce château. Mais le domaine de l'Écossais lui-même, on en trouve la première mention au milieu du XVIIe siècle. À cette époque, il y a une famille, la famille Fabry, qui ne sont pas nobles à l'époque. Un certain Philippe Fabry occupe un poste important
à la fois à Trévoux et à Villefranche, puisqu'il est lieutenant général au bailliage de Dombes, et en même temps à l'élection du Beaujolais. Donc c'est un personnage important, et au point que Marie de Montpensier va, pour les services rendus, anoblir son fils. En fait, il a deux fils, il a à la fois Édouard Fabry, mais aussi Jacques Edmond Fabry, et c'est ce dernier en fait qui va être anobli par Marie de Montpensier. Donc en étant anobli, il peut acquérir en fait des fiefs nobles, et c'est à cette époque justement que le fief de la Barre à Lima va rentrer dans leur possession. Donc une fois installés au fief de la Barre à Lima, ils vont à la fois hériter donc du fief lui-même, mais aussi de tous les domaines qui en dépendent. Et parmi ces domaines, il y a le domaine de l'Écossais. Donc on ne connaît pas vraiment l'importance de ce domaine de l'Écossais à l'époque, mais on pense qu'il a quand même un certain volume, une certaine importance, puisque Jacques, à la fois Jacques Edmond Fabry et son frère Édouard, se distinguent, se font appeler seigneurs de la Barre et de l'Écossois, ou de l'Écossais. C'est donc que l'Écossais avait une certaine importance à côté du domaine de la Barre. Après la famille Fabry, c'est la famille Huet qui va acquérir le fief de la Barre et ses dépendances, dont l'Écossais bien sûr. François Huet est qualifié en 1702 de seigneur de la Barre et de l'Écossois. Ce nom de l'Écossais qu'on trouve aujourd'hui, d'ailleurs l'endroit se trouve sur la rue de l'Écossais, n'a absolument rien à voir avec l'Écosse, malgré quelques histoires qui se racontent ça et là. Mais en fait, c'est à rapprocher d'Écosse, qui est l'enveloppe en fait des légumes, de certains légumes, dont les petits pois, etc. Et dans un endroit où la culture maraîchère a toujours été très développée, sur cette plaine de la Saône. Et en fait, on pense que plutôt que ce nom de Cossais, puisqu'on le retrouve aussi à Ville-sur-Jarniou, où il existe un mot qui s'appelle le Cossais. Cette dénomination a varié dans le temps, on le sait, l'Écossais, et qui est devenu, qui s'est contracté en fait en l'Écossais, l'Écossois, et qui est devenu l'Écossais aujourd'hui. Au début du 19e siècle, on commence aussi à l'appeler les Sables, le lieu-dit les Sables. Donc l'Écossais est souvent appelé les Sables ou l'Écossais. Les Sables, pourquoi? Puisque de tout temps, dans cette plaine de la Saône, il y a eu des exploitations qui récupéraient le sable pour le revendre. Bien que le domaine de l'Écossais n'ait jamais eu vraiment le statut de fief, son propriétaire, qui possédait en même temps la seigneurie ou le fief de la Barre à Lima, s'octroyait en fait tous les privilèges réservés aux nobles, dont celui de pouvoir élever sur son domaine un pigeonnier, puisque c'était autrefois un privilège de la noblesse. Et donc le pigeonnier, il existe un pigeonnier du domaine de l'Écossais, qui existe encore. Il est un peu coincé tout près en fait, du péage de Villefranche, où on peut encore l'admirer, puisqu'il est encore en très bon état. L'Écossais a continué à exister jusqu'au 19e siècle, toujours. Donc cette ferme de l'Écossais était assez importante, et elle a été habitée autour de 1850 par Antonin Lassalle. Antonin Lassalle qui était chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Villefranche, un personnage assez important, assez apprécié à Villefranche, et puisqu'il est devenu même maire de 1896 à 1900. C'est sans doute Antonin Lassalle qui a fait construire cette grande maison de maître, maison bourgeoise, que l'on peut voir toujours aujourd'hui d'ailleurs. Impressionnante maison avec ses petits parterres de jardin, sa ferme tenante. Le domaine de l'Écossais, c'est aussi un centre hippique,
Plus exactement, une piste, elle est connue par les Caladois encore aujourd'hui sous le nom de la piste à Bérard. Et nous verrons un petit peu plus loin pourquoi. En fait, l'histoire de cet hippodrome, ce petit hippodrome de l'Écossais, commence en fait en 1900. En 1900 et même encore avant, puisqu'on peut remonter en fait dans les années 1860. Une personnalité de Villefranche qui est juge au tribunal de la ville, Jean-Michel Savigny, une personnalité importante de la ville à cette époque puisqu'il participe à de nombreuses œuvres de bienfaisance. Il a d'ailleurs encore aujourd'hui donné son nom à une rue, la rue Jean-Michel Savigny. Et Jean-Michel Savigny a une grosse propriété dans le bourg de Lima, qui existe toujours. Et dans cette propriété, il fait construire en 1860 une écurie. Une écurie puisqu'il aime beaucoup les chevaux. Mais c'est surtout en fait son fils, Philippe Savigny, qui est passionné par les chevaux, passionné par les courses, qui va développer cette écurie puisqu'il va accueillir jusqu'à une trentaine de chevaux. Et donc Philippe Savigny a des terrains en bord de Saône, en direction de Riotier, et il va aménager autour de 1900, sur une de ses terres, un petit hippodrome d'environ 1 km de long. Et ce petit hippodrome va accueillir pour la première fois, le 15 août 1901, une grande course où va se presser en fait tout Villefranche, une grande foule, un grand succès. Et donc cette course va lancer en fait l'hippodrome dit de Riotier. L'histoire des courses à Villefranche commence en fait quelques années plus tôt, en 1897, avec la création de la Société hippique de Villefranche. Cette Société hippique va commencer à organiser des courses hippiques. D'abord à Arnas, on a vu il y a quelques semaines l'histoire de la Grange de Joux et de l'abbaye de Joudieu. Et donc dans cette grande plaine qui borde la Saône, avait été aménagé un hippodrome. Et tous les ans, 2-3 fois par an même, il y avait des courses de chevaux. Mais parallèlement, Philippe Savigny, lui, veut créer son petit hippodrome dans sa plaine de Lima. Et donc, à partir de 1901, il va y avoir quelques courses. On en trouve à peu près une par an, 2 par an parfois, jusqu'en 1904. Et en 1904, il s'associe avec d'autres propriétaires de terres aux environs, un certain monsieur Lafont, un certain monsieur Deschamps. Et donc ils vont créer sur la propriété de monsieur Lafont, à l'Écossais, un nouveau terrain. Et ce nouveau terrain va accueillir également plusieurs courses, jusqu'à la guerre de 1914. Les chevaux de Philippe Savigny obtiennent de nombreux succès dans les courses régionales, mais à la même époque, sur la même piste, s'entraîne également l'écurie d'un certain monsieur Bérard, une écurie beaujolaise, et les succès nombreux des chevaux de monsieur Bérard, à la fois dans les courses régionales mais aussi nationales, va laisser un souvenir important à Villefranche, puisque aujourd'hui encore, les nombreux Caladois qui connaissent cette piste d'entraînement la connaissent souvent sous le nom de la piste à Bérard. Après la guerre de 1914-1918, dans les années 20, les courses reprennent, mais de manière plus épisodique, et elles vont se continuer en fait jusque dans les années 50. Les années 50 où apparaît un certain monsieur Henri Caillé. Monsieur Henri Caillé va acheter des terrains, acheter une partie du domaine de l'Écossais, et va y installer des écuries. Va commencer à élever et à entraîner les chevaux, plus exactement des galopeurs, et participer aux courses un petit peu dans toute la France. Disons que ce centre d'entraînement qui utilise donc la piste de l'Écossais va être malheureusement amputé donc en 1963. En 1963-1964, l'autoroute commence à être construite et donc va couper en deux en fait le terrain, enfin la piste hippique de l'Écossais. Donc
Le terrain est coupé en deux, donc ça oblige M. Henri Caillet à réaménager sa piste, qui est plus ramassée en fait près du domaine de l'Écossais. Cette nouvelle piste est telle, en fait, telle qu'on peut la voir encore aujourd'hui. Le fils d'Henri Caillet, Pierre Caillet, va prendre bien sûr sa suite et va développer l'affaire, puisque aujourd'hui il est à la fois installé à Marisy en Saône-et-Loire, où il fait plutôt de l'élevage, et ici à Lima, où il s'occupe plutôt de l'entraînement, à la fois ses chevaux à lui, mais aussi des chevaux qui lui sont confiés pour l'entraînement. Monsieur Pierre Caillet a une grande réputation dans le monde hippique. Il court lui-même, il est à la fois entraîneur, driver, plutôt spécialisé en sulky, donc ce qu'on appelle le trot attelé. Il a une cinquantaine de chevaux sous sa responsabilité, ce qui n'est pas facile en ces temps de confinement, puisque tous les courses sont annulées et ça présente beaucoup de difficultés donc, pour à la fois entraîner, mais aussi pour nourrir tous ces chevaux. Monsieur Pierre Caillet participe à de nombreuses courses plutôt dans le centre-est et le sud-est de la France, puisqu'il a à son actif 12 000 courses environ et plus de 700 victoires. Nous le remercions bien sûr de nous avoir accueillis cette semaine pour visiter ses installations et nous le remercions infiniment de son accueil. Voilà, il est temps de nous quitter pour aujourd'hui. J'espère que la chronique d'aujourd'hui vous a plu. Je tiens bien sûr à remercier Frédéric Perret-Rousseau et Jean-Pierre Chantin d'avoir apporté leur contribution à la chronique d'aujourd'hui. Je voudrais vous remercier aussi d'avoir été si nombreux à participer tout le long de ces semaines un petit peu particulières de confinement, d'avoir participé à cette chronique en posant vos questions, en apportant des suggestions de thèmes. Je ne sais pas si dans l'avenir cette chronique pourra continuer, puisqu'elle avait été mise en place par la mairie de Villefranche, par la Maison du Patrimoine, pour apporter un peu de réconfort, un peu d'animation en ces temps un petit peu incertains et je dois dire un petit peu étranges, cette période de confinement. Je voulais remercier bien sûr Monsieur Thomas Ravier, le maire de Villefranche, et Benjamin Sommy, son chef de cabinet, d'avoir suggéré ces animations sur le site, enfin sur la page Facebook de la ville de Villefranche. Voilà, donc il est temps de nous quitter pour aujourd'hui et peut-être à une prochaine fois. En tout cas, merci à tous, au revoir.